Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. Comme chaque semaine, 2 fois par semaine, on est ensemble pour passer en revue ou l'actu des séries ou en tout cas recevoir celles et ceux qui les font, ces séries que l'on aime, en compagnie de Nora Gandour, qui est avec moi. Dis donc, mais tu rétrécis au lavage. Je rétrécis tout, de jour en jour. Je suis ravi que tu sois avec moi, notamment cette semaine pour cette émission-là. C'est un comédien que je n'avais encore jamais eu le plaisir de rencontrer et que je suis ravi d'avoir avec nous aujourd'hui. Tenez, regardez cette photo. Forcément, vous le connaissez, ce personnage-là. Il vous a accompagné pendant 14 des 18 années de la série. On va y revenir. Bonsoir, Pierre Marteau. Bonsoir. Je suis très... la voix qui pose. On sent qu'il y a eu de l'expérience de radio dans le passé. C'est ma voix. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous ai rencontré la première fois, c'était à La Rochelle en septembre, quand il y a eu cette grande fête pour la fin de la série. Très, très, très belle fête. Mais je suis ravi de vous rencontrer parce que vous êtes un comédien que moi j'ai découvert effectivement grâce à la série. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était montrer que... la carrière ne commence évidemment pas avec les feuilletons quotidiens. Vous venez notamment parce que vous venez de cartonner à Paris dans une pièce de théâtre. On va voir une photo, tiens, peut-être, de la pièce. Voyons voir si elle apparaît à l'écran. Ah, c'est une photo de répétition. Photo de répétition. Ouais. Le mythe de Sisyphe que vous avez joué à Paris pendant quelques dates. Vous êtes, je crois, en train de caler pour d'autres dates en fin d'année à Paris. Très différent évidemment de ce pourquoi le public vous connaît. Cette joie de remonter sur scène, d'arriver, de revenir sur scène, vous y avez été évidemment tout au long de votre carrière, mais cette joie de remonter sur scène, ça avait un goût particulier cette fois-ci ou pas ? Oui, alors là c'est un travail complètement artisanal, mais ça ne veut pas dire que c'est pas fignolé, au contraire c'est très travaillé. C'est artisanal dans la mesure où je suis à l'origine du projet. Où c'est moi qui ai choisi l'équipe. C'est une petite entreprise en fait. Quand on est seul sur scène, il y a des gens avec. Moi, j'ai choisi toute mon équipe. Et c'était un moment, quand on est acteur, on passe pas mal de temps à obéir à des producteurs ou des réalisateurs. En tout cas, on est rarement à l'origine du projet. Moi, je voulais là choisir le texte, tout faire, choisir le théâtre où j'allais jouer. J'ai tout choisi. Et c'est un moment de liberté, quoi, total, pour moi. Et le goût de la scène, ça représente quoi, évidemment ? Alors, évidemment, l'aventure d'un feuilleton quotidien, on l'assimile souvent à cet esprit de troupe, à cet esprit d'équipe, mais la joie de la scène, le contact avec le public, en plus dans les petits théâtres, le public, il est là, il est au plus près de vous, vous avez les retours immédiats. C'est très important pour moi de jouer là. Je joue au Lavoir Moderne parisien. C'était très important pour moi de créer la pièce là-bas parce que c'est une salle... un petit peu historique quand même, parce que c'est réellement un ancien lavoir. Émile Zola en parle dans un de ses livres. Et il y a une proximité totale avec le public, c'est-à-dire que le premier rang est sur la scène, donne directement sur la scène. Et moi, je rentre, je ne veux pas divulgacher, mais je rentre côté public aussi, parce que mon personnage, enfin, en fait, c'est un texte d'Albert Camus, mais c'est quelqu'un, Albert Camus, c'est quelqu'un qui a travaillé pour tout le monde. Même si c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui se sentait très proche des gens. Il est issu d'une famille très pauvre, il a été boursier, c'est comme ça qu'il a pu faire des études et tout ça. Et donc, il y a pour moi une idée de proximité et vraiment de rencontre avec le public. Il y a des moments, j'ai le public, la première personne, je suis à 1 mètre, quoi. Ouais. Et il y a un contact direct que j'aime beaucoup. Il y a que ces petits théâtres-là qui permettent ce côté vraiment où quasiment on touche le public. Enfin, oui, c'est une rencontre plus qu'un spectacle en fait. C'est un échange, même si le public parle pas. Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, je le sens qu'il participe. Il y a une très belle écoute. Le public, je le disais, quand on regarde votre parcours, le théâtre fait partie de votre ADN, fait partie de votre parcours. Est-ce que le public qui vient vous voir, il a changé depuis votre passage dans Plus belle la vie, justement ? C'est-à-dire que c'est un texte qui s'appelle Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, donc c'est un texte qui a une tenue intellectuelle certaine, mais qui, justement, l'intérêt d'Albert Camus, c'est que c'est quelqu'un qui est simple dans son expression, et donc qui est accessible à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude du théâtre. Il y a des spectateurs de Plus belle la vie qui sont venus, et ils ont beaucoup aimé, et moi, ça, j'en suis très, très heureux. Parce que c'est un texte très profond, très sensible. Et je suis content d'avoir pu partager ça avec des gens qui m'avaient vu à la télé. Et que votre popularité, entre guillemets, de la télé permette de faire venir des gens qui seraient peut-être pas allés voir le mythe de Sisyphe
d'Albert Camus au théâtre et qui viennent parce qu'ils vous ont vu et qu'ils vont découvrir ce texte-là. Ah oui, mais quand Par je ce suis biais-là. parti pendant 4 ans de Plus belle la vie, ça a été un de mes objectifs. Je faisais des lectures publiques et mon but, c'était de permettre à des gens qui peut-être n'allaient pas dans une médiathèque ou dans un théâtre pour écouter un texte, de permettre à ces gens d'aller à la rencontre de la littérature. Je lisais que des grands textes et de donner à écouter ces grands textes-là à des gens qui, à travers le fait qu'ils m'avaient vu à la télévision, ça rendait la chose plus accessible et plus simple. Voilà. Beaucoup de pièces de théâtre. Comment ce petit milieu du théâtre, qui parfois sait ne pas être tendre, a réagi quand Pierre Marteau est devenu Léo Castelli dans ce feuilleton où, je rappelle, en 2004, il n'y avait que des coups à prendre à rejoindre cette série. C'était pas gagné. Aujourd'hui, c'est très tendance. On voit Francis Huster qui a fait Ici tout commence. Mais c'était pas tendance à l'époque du tout. C'est grâce à Plus belle la vie que c'est devenu tendance. Oui. Il faudrait préciser. Mais aussi, non mais tout à fait. Mais comment ce milieu-là a réagi? Ça a été facile. Honnêtement, je me pose pas la question parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, c'est une occasion qui m'a été proposée de jouer dans un programme populaire avec des personnages que les gens qui regardent la télé peuvent reconnaître comme étant leurs frères, leurs cousins, leurs tantes, leurs sœurs, leur instit, leur patron de bistrot. Et moi, je trouve que il y avait besoin d'un programme comme ça où dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Je trouve ça très important. Ce qu'en pensent moi, je suis plutôt de formation, je suis plutôt un intellectuel. Enfin, voilà, j'ai fait de très longues études, mais je suis issu d'un milieu très populaire Oui. que je trahirai jamais. Et on sent que c'est ça qui a plu aussi dans ce personnage de Léo Castelli, c'est cette espèce d'authenticité du personnage et ce côté vraiment proche des spectateurs qui le regardaient. Toi, tu connais évidemment bien tous ces Bon, personnages-là. ça reste un flic quand même. Ça reste un flic, on Oui, est mais c'est le d'accord. flic qu'on aime. C'est vrai. C'est le flic qu'on aime. Et d'ailleurs, au début, il n'était pas spécialement le personnage bien aimé. Je rappelle que voilà, il était entouré d'une sombre histoire. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on va dérouler le parcours un peu de Pierre Marteau, revenons à cette toute première apparition de Léo Castelli dans Plus belle la vie. Regardez, c'était en 2004. Allez, Rachel, c'est la fête. Merci. Oh, le champagne, c'est presque un médicament. Eh oui, c'est la fête. Ah, Rachel. On est heureux de te retrouver, Rachel. Merci. Bienvenue chez vous, au Select Hotel. Myrta. Léo? Ça peut pas être lui. Léo, Mais c'est qui? un ancien du quartier, il a assassiné sa femme. Eh oui, ça remonte. Hein. Ça, c'est du teasing. On sentait quand même qu'à l'époque, on commençait à mettre les petites touches d'intrigue. Voilà, le bar du Mistral, cette place du Mistral, si importante. Qu'est-ce que ça fait quand même de revoir ces images-là, de revoir vos débuts, cette place du Mistral, dont on sait maintenant qu'en plus, les décors ont été détruits par la ville de Marseille. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, on est 4 mois après la fin de la série. Là, déjà, il y a Colette Renard, donc ça me touche beaucoup de la voir. Ouais. Et moi, j'ai adoré mon personnage de Léo Castelli, vraiment. Surtout, je ne vais pas m'en cacher, dans la période où il était flic. Et là, il arrive, c'est la première grosse intrigue, en fait. C'est-à-dire que c'est cet homme qui rentre en étant suspecté d'avoir tué sa femme. C'est un régal à jouer ça. Mais ça, je sais encore comment j'étais quand j'ai joué cette scène. Je me rappelle très bien que j'attendais dans un coin. Avant de rentrer, il fallait que je me cache. Toutes les sensations de ce moment-là, je les ai encore en tête. C'est-à-dire, j'arrive dans un endroit où je suis content de voir les gens et je sais que les gens ne vont pas être contents de me voir. C'est génial à jouer, ça. C'est génial. Le mal-aimé. Et ce sera évidemment développé, notamment au cours de la saison 2005, puisque si je ne me trompe pas, on découvrira l'identité de l'assassin de la femme de Léo Castelli, avec on est d'accord, c'était Livia, hein? Oui, hein. tout à fait. Et que ce formidable comédien que moi j'aime beaucoup, qui jouait le docteur Livia et qui a été une des planches pourries, hein, du Mistral. Il faut quand même le dire parce que Tout à il savait fait. quand même y faire. Quand on quitte la dernière fois le tournage,
quand on quitte cette place du Mistral. Moi, j'y suis venu très tard, hein, puisque la série, j'y suis venu pour la première fois sur le tournage dans la dernière année. Mais quand on rentrait sur ce plus grand plateau de 1000 mètres carrés et qu'on voyait ces décors, on avait l'impression d'être dans un univers à part. Vous, quand vous avez fait le chemin inverse, la dernière fois que vous l'avez quitté, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah déjà, j'étais pas le seul à partir, on était tous à partir. Donc, avant que je parte, moi, il y a eu, j'ai vu partir Sylvie Flepp, j'ai vu partir tout le monde. J'étais un des derniers, je tournais l'avant-dernier jour de tournage. Bon, on était tous émus, aux larmes, tous. À chaque fois que quelqu'un partait, on pleurait, quoi. J'ai pleuré 15 fois, moi. Ah oui, je suis pas le seul. Ouais, on était bouleversés de se quitter. Bah, c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine énorme quand on partage la vie et le succès à nous tous. Notre vie a été complètement bouleversée avec le succès de Plus belle la vie. On avait eu une incroyable expérience, c'est-à-dire être connu du grand public. On n'est pas très nombreux en France à avoir vécu ça. On est quelques milliers. Je le dis sans prétention. Non, bien sûr. Mais c'est une expérience, c'est une aventure. Ans. Et pendant 18 ans, Ouais. et c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. C'est un truc de cinglé, quoi. Et quand on est un comédien et que on multiplie les rôles très différents, les univers différents, le théâtre, cinéma, etc., est-ce que on se prépare quand même à se dire je vais être Cléo Castelli quand même potentiellement jusqu'à la fin de ma vie? Non mais Oui. dans la tête des gens. Ah oui, là maintenant. Ouais. Ouais. Bah écoutez, je crois pas que je vais être Léo Castelli pendant. Enfin, pour Il y les aura gens. une petite place Oui. dans le cœur des Par gens. exemple, pour les gens qui viennent me voir au théâtre, je peux pas être Léo Castelli. C'est pas possible parce que ce que je joue, c'est complètement différent. Alors c'est le même bonhomme, c'est la même silhouette. Vous parliez de ma voix, c'est la même voix, c'est le même physique. Bon, un petit peu moins jeune que celui qu'on a vu là à l'instant, mais. Non, mais je me pose pas cette question-là du tout. Moi, j'ai aucun. Je fonctionne vraiment au plaisir, à la sensation. Je fais la chose qui me fait plaisir, quoi. Et je m'excuse. J'espère que ça fait aussi plaisir aux gens, mais c'est d'abord mon désir à moi qui compte. Et parce que je sais que à travers ce désir, je vais rencontrer d'autres gens ou pas. Et si je rencontre pas d'autres gens, bah tant pis. Non, j'aime assez cette démarche-là. Tout à C'est fait. une démarche très, très honnête et très saine. Parce que quand on cherche à faire plaisir, soit on capte les gens qui sont sensibles à ce qu'on propose, soit on en capte d'autres. Et c'est pas grave de pas capter tout le monde, mais il Il y faut a- pas chercher à donner nécessairement ce que les gens ont envie d'avoir. Non, parce qu'il y a le danger de se perdre. Si vraiment on a le souci de plaire, il y a le souci de se perdre parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il faut vraiment essayer d'être, comment dire, je crois que c'est quand on fait ce qu'on a envie de faire que vraiment on est le plus juste. Moi, j'ai eu la chance, hein. C'est vrai que Léo, vraiment, j'ai cette proposition. Moi, j'ai adoré ce personnage. Ce personnage était fait pour moi, quoi. Il y a d'autres acteurs qui l'auraient pu jouer, qui auraient pu le jouer. Ça aurait été un autre Léo Castelli, mais moi, ce personnage, il me ressemble, quoi. Mais C'était un vraiment. flic à l'ancienne qui rappelait les grandes heures des polars français, blouson en cuir. Enfin, on est proche. C'est le blouson de Léo, ça, Non, mais c'est vrai, on a ce côté-là, le perfecto, le cuir, le gars abîmé par la vie. Enfin voilà, on est très très loin des polars avec le costard cravate et le mec impeccable. Non, il est là, il est roots, il est alcoolique, Oui. il accuse d'avoir tué sa femme. Enfin voilà, il a potentiellement fille des enfants, cachée. il a une fille cachée. Ouais. Enfin voilà. On est dans une tradition un peu du détective qui remonte au film américain des années 50 avec Bogart et tout ça. Je sais pas Ouais. que vous... Ouais, bien Et puis sûr. après avec Eastwood, c'est pas que je veux me comparer à ces gens-là, mais moi je me suis pas mal inspiré d'un personnage de flic marseillais en fait qui a été il y a eu un livre qui s'appelle Total Chaos. Il y a une trilogie. Oui, Ah oui, tout à fait. superbe Voilà. celui. Il y a des Voilà, jeux voilà. par Fabio Montal Voilà, avec Delon. C'était Delon qui le jouait. Bon, j'ai un immense respect pour le Delon qui a été un immense acteur évidemment. Donc c'est Montal qui a inspiré pour faire Léo Castelli. C'est le personnage de Montal. Moi, je m'en suis inspiré. D'accord. Moi, je m'en suis inspiré dans le travail. Je les ai lus, les trois, Ils sont formidables. très vite. Et ce personnage taciturne qui connaît Marseille comme sa poche, qui a une obsession de son métier, je m'en suis inspiré. Ouais. Je pense qu'il a inspiré les auteurs aussi. Ouais, on est un peu dans cette veine-là. Ça aurait pu être aussi. Je pense que si on est Plus belle la vie est arrivé dans les années 80, on aurait pu avoir un Devers qui jouait Léo Castelli, par exemple, aussi. On est dans ce registre-là, de Ouais, cette noirceur. je vois cette- mal Devers dans Plus belle la vie. Moi aussi, mais physiquement, Mais... on est dans ce genre de, Oui, tout à fait. Ouais. de polar à l'ancienne. Avant qu'on passe à d'autres moments de la vie de notre invité, Nora, ce personnage-là, est lié à cette série-là, évidemment qui a compté, mais
Et maintenant qu'elle est finie la série, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, D'accord. vas-y. Si, vas-y. Le personnage de Léo, c'était un peu le papa de tout le monde, en fait. Parce que, pas dans la série, je veux dire, en tant que téléspectateur, il était effectivement un peu taiseux, un peu renfermé, mais avec plein d'amour qui débordait pour sa fille, pour ses amis. Il se mouillait pour tout le monde. Donc, il avait cette figure très rassurante, à mes yeux. Et en tant que flic, moi, j'ai adoré. Alors, j'avoue, cette petite transition vers le bar n'a pas été mon choix scénaristique préféré. Je confirme. Alors que je vois pourquoi ça aurait pu se faire, mais ça aurait pu être traité avec l'historique de Léo. Et là, ça aurait été hyper riche. Tenir un bar, t'es ancien alcoolique, tu le fais par amour, avec ta fille qui a le restaurant en face. Il y avait beaucoup de choses dans la sensibilité de Léo qu'on aurait pu jouer là-dessus. C'était une fin de carrière chez les flics un peu obligatoire. Et comment tu rebondis, comment tu fais autre chose de nos jours, ça on parlait des... Il aurait pu servir d'informateur à plein de flics. Voilà. Non, mais il y avait beaucoup de choses émotionnelles à jouer dans ce personnage pilier de la série qui faisait partie de cette place. Il vivait là, il traînait là, sa fille allait à le restaurant là, il travaille derrière. Enfin, je veux dire, il était central et pour moi, il y avait beaucoup de choses à jouer dans ce personnage hyper riche. Et voilà. Mais bon, je suis un peu déçu que ce soit fini. De même que le traitement fait Alexandre Fabre dans le rôle de Frémont, ça lui allait beaucoup mieux en méchant un peu obscur et tout, et d'avoir fait un vieux papy gâteux, c'était pas forcément... Et d'ailleurs, même en rôle de flic, après, promis, j'arrête de parler de Plus belle la vie, les gens, ils en peuvent plus de moi, c'est que le Léo Castelli, avant le petit départ... L'accident. Il était hyper présent. Et aussi, en tant que flic au retour, je trouvais que c'était dommage de ne pas lui avoir redonné cette place-là. Donc, en gros, j'aime bien Léo Castelli. Oui, j'ai l'impression. On aime bien Léo Castelli et on s'est attaché évidemment à ce personnage campé. Et puis, oui, cette relation avec Léa François, je trouvais que voilà, ça parlait beaucoup. Et dernier mot sur quelqu'un qui compte vraiment pour la série. Qu'est-ce que vous avez ressenti toutes et tous quand vous avez lu le script du décès de Roland Marcy, joué par Michel Corde, qui est un acteur... Alors moi, pour le coup, je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré sur scène et c'est une vraie émotion parce que c'est l'un des piliers de la... Il représente la série comme Léo, comme Thomas et comme... Plus, c'est celui qui représente le plus. Il représente le plus la série. Mais quand on a reçu ça et qu'on doit le jouer, comment vous l'avez ressenti ? C'est l'ami de toujours de Léo Castelli en plus, donc... Déjà, on savait que ça arriverait, donc moi je peux pas dire que j'ai été surpris, on savait tous que ça arriverait, on savait que c'était un énorme événement dans le feuilleton, le plus grand événement du feuilleton, quoi. Là, c'est parce que c'est vraiment le pilier, c'est l'incarnation de la série. Non, j'ai rien senti de particulier parce qu'en fait c'était dans un enchaînement d'événements. On savait que ça se terminait, donc voilà. Moi, je trouvais, et Michel aussi, que c'était une bonne idée de symboliser la fin de Plus belle la vie à travers cette mort-là, ouais. Et peut-être même que le personnage aurait dû, mais ça a été toujours mon truc, peut-être plus mourir vers la fin encore plus de la série plutôt que de laisser encore 2 mois derrière. Mais bon, ça c'est encore une discussion. En tout cas, voilà. Nous aurons en aparté. Remontons un peu le temps, on aime bien le faire dans cette émission. Redécouvrons quelques clichés, quelques photos, et on va voir si ça vous inspire quelque chose au travers de votre parcours. Cher Pierre, regardez la première photo qu'on va voir maintenant. Ah oui. Anne Parillot. Oui, c'est Luc Besson, ça. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est Nikita. C'est Nikita, ouais. Un film de Luc Besson. J'ai passé 5 jours de tournage et je venais pour une figuration. Bon, c'est une silhouette que je fais. Mais c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Et c'est vrai que Besson m'a bien aimé parce que parmi les figurants, on avait des groupes, il me mettait toujours devant. Ouais. Et ouais, c'est une sacrée expérience, ça. C'est au début de votre carrière, là. Ouais, complètement. Ça doit... 89, c'est 89. Ah ouais, je suis arrivé à Paris en 86. Ouais, c'est ça, 88-89 pour Nikita. Quelques rôles iconiques. Bon. J'ai pas pu m'en empêcher. La prochaine image, c'est pas une image, d'ailleurs, c'est une vidéo, on va la voir. J'envahirai Midas avec mon armée, et bientôt ce sera le tour de la Terre. Maîtresse, J'aime le site vous êtes démoniaquement génial. Oui, Otto, oui. Maintenant que mon plan a réussi, tu peux faire refluer la lave titanesque bouillonnante. Vous êtes sûre, maîtresse ? Pourtant, ce serait amusant de voir cette pain-bêche rongée par la lave titanesque. Otto,
Nous avons besoin d'aide pour l'échange. Sur les effets spéciaux. On est en 91, hein. C'est une des productions de TF1 à l'époque, Les Invincibles, où vous jouez le rôle de Otto, le méchant de cette série. Vous en souvenez un peu? Ah bah oui, je m'en souviens, mais c'est une des premières choses que j'ai faites. Non, puis c'est marrant parce que là, j'ai l'impression de voir mon fils. C'est vrai? Ah ouais. Un sacré... bon, la série, honnêtement, elle est... assez oubliable, mais ça me faisait penser à une émission que nous avons fait ici il y a quelques mois avec Ambroise Michel, qui a fait une série à ses débuts, avant Plus Belle aussi, qui s'appelait Le Grec sur TF1, déjà par Jean-Luc Azoulay. Et il n'était pas content que t'en parles. Et il n'était pas content. Mais voilà, ça m'a fait marrer parce que c'est vrai que j'avais dû voir la série quand j'étais ado et quand je suis retombé dessus il y a quelques mois, j'ai dit mais je le connais. Ça veut dire que quand on commence sa carrière et qu'on arrive à Paris, on tente plein de choses, plein d'aventures. C'est difficile de se faire ça sur sa place. Je vais vous dire, la première fois que j'ai tourné à Paris, c'est avec Claude Chabrol. Donc, j'ai vraiment fait... le grand écart. Oui, non, complètement à l'opposé. Ouais. Et moi, je prenais tout ce qui passait, hein, parce que je connaissais personne. Alors... C'est rigolo, parce que je suis venu à Paris dans totale inconscience. Hein. Moi, j'étais sûr que je serais une star un an après. Je suis venu avec une naïveté totale. Je n'étais pas du tout du milieu. Et moi, j'étais convaincu que je serais... C'est-à-dire, moi, j'étais dans l'époque Christophe Lambert. Je ne sais pas si vous avez connu. Évidemment. On a c'était connu. l'immense star. Je me disais, mais le prochain Christophe Lambert, c'est moi. D'ailleurs, sur les photos, je faisais tout pour lui ressembler et tout ça. Et on ne fait rien sans naïveté, quoi. Si on n'est pas un petit peu con, on fait rien en fait. Vous ambitionniez, c'est bien d'être le nouveau Christophe Lambert. Bah oui. Vous rêviez de quoi quand vous étiez jeune comédien, que vous démarriez dans ce métier, que vous rêviez de quoi? Qu'est-ce que vous aviez Moi, envie j'ai comme fait ce rôle? métier parce que je voulais être une star. En fait, j'ai pas le sentiment d'en être une, hein, parce qu'une star, pour moi, c'est quelqu'un qui a une influence sur son époque. Gens comme Delon, Depardieu ou Brando chez les Américains, ça, ce sont des stars. Nous, on est juste des petites vedettes de la télé, quoi. C'est tout. Moi, j'ai fait ce métier parce que je voulais être une star. Je voulais être connu. Je voulais qu'on me reconnaisse. Honnêtement, je pense que c'est le cas. Peut-être pas pour les gens qui ont des parents qui déjà sont acteurs, mais pour ceux qui sont dans un milieu très différent, je pense que c'est notre rêve à tous. C'est la raison pour laquelle on fait ce métier, c'est qu'on veut être connu. C'est parce qu'on rêve et reconnu. Parce qu'on voit les gens, on voit les acteurs à la télé qui font rire, on trouve qu'ils ont une vie formidable et tout, quoi. Et c'est pour ça qu'on veut être acteur. Enfin, moi, ça a été ça, quoi. C'est Gabin, Delon, les acteurs de mon enfance, Depardieu qui m'ont donné envie d'être acteur. Donc c'est le cinéma qui vous faisait rêver plus que... Parce que vous êtes un homme de théâtre et finalement, vos modèles sont beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de cinéma. Alors, c'était le film du dimanche soir, en fait. Ouais. C'est ça, le film du dimanche soir. Maintenant, souvent, ce sont des films américains ou des comédies françaises, pas toujours les meilleurs. Moi, quand j'étais môme, c'était les polars, quoi, avec des immenses acteurs. Gabin, Delon, C'est l'époque du Belmondo. cinéma de minuit sur FR3. Aussi, voilà, bon, c'est quand même des acteurs qui représentaient la France, quoi. La France de ces années-là, c'est ces gens-là. Et c'est eux qui m'ont donné envie d'être acteur. Ouais. Vous aviez on fait un plan de carrière quand on démarre ou pas? Parce qu'on se dit je vais être acteur. Christophe Lambert. Après, j'ai oublié Brando aussi. Évidemment. Non, mais on se fait un plan de carrière, on décide. En même temps, la question, on vient d'avoir la réponse avec Les Invincibles, de savoir si on est prêt à faire des choses et à pas en faire d'autres. Mais je pense que quand on a fait Les Invincibles, on passe partout derrière, donc voilà. Non, mais moi, pour moi, faire Les Invincibles, pour vous dire l'état de naïveté dans lequel je vivais, pour moi, je passais à la télé, donc c'était génial. Moi, je suis d'accord. C'est ce que je voulais, quoi. Hélène, elle s'est dit pareil. Hein. Et tout le monde s'est dit pareil. Et à la fin, il y a eu des stars. Donc, et ça a bien fonctionné. Tiens, autre cliché qu'on va voir. On fait un bond dans le temps. On est dans les années. On est dans les années. 2 fois, je crois que vous l'avez fait. Ouais, j'ai fait 2 fois. Roger Hanin, Navarro sur TF1. On se rapproche de Léo là quand même. On est dans cet univers de. Vous n'étiez pas flic, mais on se rapproche de cet univer un peu sombre. Ouais, vous avez fait beaucoup de truands avant de faire les flics, ouais. Les réalisateurs, les producteurs, on nous rentre dans des cases et on nous imagine en fonction d'un gueule. Déjà, j'ai pas. C'est rigolo parce qu'il y a ma fille. Alors ça, je vais raconter une petite histoire personnelle. J'ai une fille qui a 11 ans et qui me dit, toi, papa, c'est rigolo parce que quand on te voit
on n'a pas vraiment envie de faire pote avec toi parce que tu as une tête de mafieux. et c'est marrant parce qu'en fait, ce que tu aimes dans la vie, c'est faire rigoler les gens. Et non, mais c'est vrai. Et donc, la télévision, elle va à l'évidence. Et c'est vrai que comme j'ai un physique, on va dire, assez masculin, j'ai fait des truands avant de faire des flics, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Léo rigoler pendant 14 ans. Non, c'est vrai. Alors que, un petit peu plus, on l'a vu dans des séquences de comédie il y a 3-4 ans, on le voyait dans des séquences de comédie. Avec Jimmy Moon. Oui, c'est ça, oui. Alors que, comme tout le monde, j'adore rigoler, quoi. Mais c'est vrai que mon personnage était taciturne, donc j'étais, à l'image, j'étais taciturne, quoi. Vous avez parlé de ces grandes figures du cinéma avec lesquelles vous avez joué, Chabrol, sous lesquelles vous avez joué. On va en voir un personnage là aussi en particulier du cinéma à part. Voyons voir, c'est une affiche de film qu'on va voir maintenant. Attention. Ah oui. L'affiche de Monsieur Cauchemar de Jean-Pierre Mocky. On est dans les années 2000, je crois. Oui, ça c'est. C'est dans l'entre-deux de Plus Belle où vous êtes parti d'ailleurs, je crois. C'est pendant le temps où je suis parti, oui. L'expérience avec Mocky. J'avais déjà tourné avec lui, Mocky. C'est un des premiers avec qui j'ai tourné, d'ailleurs, en 89. Donc vraiment, je commençais. C'est complètement fantasque. C'était un clown, c'était un gamin capricieux, très, très colérique, mais en même temps qu'on sentait très fragile. Je pense que c'était un monsieur qui, sur un tournage, était capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, il y a des images qui circulent sur YouTube où on le voit dans tous les états, quoi. Mais c'était à quel point que plus personne n'écoutait, parce qu'on disait, ouais, bon, d'accord, il va se calmer. Et il se calmait pas. Non, il se calmait pas, non. Non, mais il avait vraiment, il s'engageait dans ses films, quoi, beaucoup. D'abord, il engageait beaucoup son argent, et le cinéma, ça coûte cher, donc. Il s'autoproduisait beaucoup, et c'était quelqu'un qui était à part du système. Chabrol, Mocky, Besson. Maintenant, vous avez initié ce projet au théâtre. Vous n'avez jamais eu envie de réaliser, vous lancer Non, parce que moi, je suis pas un homme d'image. Je suis un homme dans ma tête, ça fonctionne avec les mots. Il y a des gens qui voient le monde en images, moi je le vois en mots. Donc ce serait une catastrophe, je crois, si je réalisais. En plus, j'ai aucune compétence technique. Je sais rien faire de mes doigts. Enfin, non. Et donc, non, moi je suis pas du tout un technicien, quoi. C'est très technique quand même le métier de réalisateur. Y compris de faire sa gamme sur Plus Belle la Vie. On sait que beaucoup de comédiens, par exemple, peuvent tenter l'expérience de la réalisation au travers du feuilleton quotidien. Parce que c'est une école où tout le monde apprend un petit peu. Jamais on vous l'a proposé à l'époque de Plus Belle de mettre en scène un épisode Non. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Parce que je pense évidemment à Alexandra Naoum sur Demain nous appartient, qui a quitté la série et qui est revenue en tant que réalisatrice. Ariel Mallet, comédien qui réalise aussi des épisodes de Demain nous appartient. Mais vous, pour l'instant, donc voyez le monde en mots. Oui. Et c'est pour ça que vous êtes au théâtre. Tout à fait. J'aime énormément le texte que je propose, donc c'est ça qui m'a guidé, c'est l'amour du texte, l'amour des mots. Je suis comme Depardieu. Non, mais je plaisante. Mais on peut... j'ai un goût immodéré pour les mots, pour la littérature. Tant que vous pissez pas dans une bouteille dans un avion, tout va bien. Oui, c'est ça. Tout va très bien. Ça m'arrive. On va ouvrir la deuxième partie de cette émission et vous allez voir que notre deuxième invité est quelqu'un pour qui les mots ont un sens particulier. Elle sort depuis le 17 février son tout nouveau single et moi j'avoue que j'ai adoré ça. Vous allez l'entendre, elle va normalement aussi nous en faire un petit extrait en live dans ce studio. Vous allez la voir. Non, la vidéo devait pas se lancer tout de suite, mais c'est pas très grave. On va faire comme si de rien n'était, mon petit Robinson. Non, ne t'inquiète pas. Il sort le 17 février. Oui, mais il est déjà sorti pour nous parce que c'est mercredi. Non, mais je te dis là où tu dois reprendre. Mais on est le 17. On est le 17 février, mais on sort. Oui, mais je vais reprendre au début. Ah, au début, c'était pour te dire où fallait reprendre avant que ce soit lancé. Non, je vais le reprendre directement, ce sera plus simple. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Et notre invitée, vous allez le voir, elle aime aussi les mots. Elle sort depuis quelques jours maintenant son nouveau single que vous allez découvrir dans ce plateau. C'est quelqu'un qui a partagé la même aventure que Pierre Marteau en devenant Léa Nebou. Mais on voulait mettre en avant aujourd'hui, on l'avait fait, la promesse en novembre dernier de continuer à accompagner ces acteurs, ces actrices, ces talents qui nous ont suivis pendant 18 ans. Et vous allez voir que cette chanson que vous allez découvrir dans un instant, tu peux
partir, c'est un petit bijou, c'est c'est un petit bonbon qui va vous faire du bien, où les mots laissent la place à l'émotion et où la musique est en accompagnement derrière. Vous allez découvrir ce titre dans un instant qui est magnifique. Auparavant, replongeons-nous dans l'une des dernières séquences de la série dans laquelle on la voyait, elle était mal en point, la pauvre, hein. Mais elle va beaucoup mieux et vous allez le voir dans un instant. Elle nous rejoint en plateau. Marie Enerez nous rejoint pour son single dans un instant. Voici la vidéo. Léa, reviens-moi. Chérie, viens. Viens là. Doucement, viens. Viens. Doucement, viens. Ça va, t'es pas blessé? Hein? Non, je crois. C'est un miracle. On m'a arrêté. C'est un miracle. Voilà, on est de retour après ce petit extrait où elle a failli, la pauvre, en finir enterrée vivante. Mais ça va, tout va bien, elle a repris des couleurs. Bonsoir Marie. Bonsoir Je suis Alexandre. très heureux de te recevoir, très heureux pour vous faire découvrir dans un instant ce titre, vraiment, moi, que j'ai adoré. Vraiment, tu me l'as fait découvrir il y a quelques semaines et j'ai trouvé que c'était vraiment une petite pépite. Ça fait du bien, ça... Pourtant, c'est pas gay, mais... Non, mais ça fait du bien. Des fois, parfois, les belles musiques. On parlait tout à l'heure de Depardieu qui a chanté très bien Barbara. Et les très belles musiques sont la chanson, même triste, elle fait du bien parfois. C'est vrai. C'est comme un baume qui peut apaiser justement la tristesse. Et ça fait beaucoup de bien. Je t'avais reçu la dernière fois pour une formidable pièce à Paris que j'avais découvert qui était Smoke Rings, du bien théâtre dit. immersif. Oui, je sais. Pourtant, l'anglais, Nora, on est d'accord, c'est pas mon fort. Hein. On a que des mots compliqués. Tout à fait. Aujourd'hui, évidemment, tu reviens donc avec ce premier titre original. Oui. Comment il est né ce titre-là? Il est né dans la tourmente, bien sûr. Mais je suis finalement assez reconnaissante d'avoir traversé cette période difficile parce que j'ai enfin réussi à aller au bout d'une chanson. Ouais, c'est déjà bien d'avoir une première compo. Ça m'aurait servi à ça. Ça veut dire que, voilà, alors les gens qui te connaissent, qui te suivent, avaient vu que tu faisais des reprises, des covers sur Internet, mais ça veut dire que tu as envie maintenant vraiment de mettre un vrai pied dans la musique, dans la chanson. Et... Oui, j'ai envie de continuer de faire ça, mais je veux pas me mettre la pression non plus. Parce qu'il y a un facteur temps qui est important dans les vies et que mon cœur de métier, c'est quand même comédienne, que j'ai un petit bébé et que, bref, il y a plein de choses. Donc... Et la musique est très très importante pour moi, donc je vais simplement aller à mon rythme, mais je me mets pas un rétro-planning en me disant telle date je sors tel truc, tel machin. Je le fais, ça sortira quand ça sortira, quoi. L'Olympia en 2025, non, pour l'instant on n'en est pas encore. Ouais. Je veux pas ressentir de pression, ça m'est désagréable. Zéro pression, mais c'est intéressant. Est-ce que le fait de se lancer un défi comme celui-ci, comme celui de monter finalement une pièce de théâtre et tout ça, après cette aventure qui vous a vraiment tous emporté, cette aventure de plus belle, c'était important aussi, ça permet de reposer qui vous êtes en tant que comédien et de ne pas faire en sorte que justement vous ne soyez que le rôle pour lequel avec on le vous théâtre, a suivi. Tu veux dire avec le théâtre, avec la musique, avec tous ces aspects-là, c'est important maintenant en tout cas de se relancer ces défis-là. Oui, c'est-à-dire que pour le coup là, on a plus de temps pour... mais après, moi personnellement, j'ai toujours allié théâtre, musique et plus belle, donc c'est juste une continuité et ça me permet juste d'approfondir, quoi. Parce que cette chanson, finalement, elle a été écrite il y a 2 ans et je la sors seulement maintenant. Alors que s'il n'y avait pas eu plus belle, je pense que les choses auraient pu se faire plus rapidement. Mais effectivement, c'est important de continuer d'être dans l'action, sinon on crève, quoi. Déjà, c'était pas facile là, cet hiver là. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais Pierre, mais ne plus tourner comme ça, c'est quand même assez vertigineux, quoi. Quand le dernier coup de caméra de moteur, la dernière fois qu'on entend moteur, qu'on entend couper, arrive sur cette aventure-là, on ressent un vide, quelque chose? Non, parce que c'était encore tout chaud. C'est après, c'est quand l'automne et l'hiver s'installent à Paris et qu'on ne va plus à Marseille, qu'il n'y a plus belle la vie, que c'est tout à coup un peu moins belle la vie quand même. Moi là, j'ai un manque de fou, quoi, du tournage. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je m'occupe, j'écris des chansons. Et des très belles chansons, on va le voir. On a une pochette pour le single. On va essayer de la voir quand même à l'image, ce single, voilà. Tu peux partir. Est-ce qu'on va le voir en plein écran quand même? Ce serait cool. Il est derrière. Le voici. Très belle pochette, tout en sobriété, à l'image de ce titre-là.
Très belle photo. Merci. Qui l'a prise d'ailleurs? Ce serait bien C'est qu'on le mon compagnon Sébastien. Ben voilà, c'est bien de le citer parce que la photo est très belle. C'est une vrai. jolie photo d'une maman et d'une jeune femme. Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter avec ce titre-là, avec Tu peux partir? C'est une chanson de résilience. Voilà, c'est un baume pour apaiser les cœurs trop pleins. C'est une chanson qui s'ouvre quand même vers une résolution plus lumineuse. Et disons que l'histoire, en tout cas mon personnage, ce que j'ai vécu aussi, était tellement difficile à gérer. Enfin, je ne sais pas très bien dans quelle direction aller. Et voilà, je vais essayer de me raccrocher à un futur peut-être pour penser quoi, ce putain de présent qui n'était pas évident. Ouais. C'est quoi on parlait tout à l'heure avec Pierre des influences en tant que comédien, en tant que chanteuse. C'est quoi tes influences? Alors moi je suis très très jazz. En fait pendant 6 ans j'ai même un peu plus, 6 ans, j'avais monté un trio swing et blues qui s'appelait Ginger et Roger, qui n'existe plus parce que notre musicien Renaud Rudloff est parti vivre à Besançon. Et pourquoi riez-vous? C'est vrai, on pense à nos amis de Besançon, c'est très moche ce qu'on vient de faire. C'est vrai, surtout qu'il paraît que c'est très joli. Non mais c'est vrai. Et voilà, nous étions 3, donc contrebasse et avec Marie Combo et ukulélé, 2 ukulélés, un plus gros et un plus petit. Et on a fait plein de reprises des chansons américaines des années 20-30 jusqu'aux années 60-70. Et après, on a commencé à aller vers du yéyé. Et on s'est éclaté, c'était vraiment super. Voilà, après, mes influences, moi j'aime beaucoup ce que fait par exemple Rosemary Stanley, voilà, Amy Lavert aussi, Maxine Sullivan, qui est une vieille chanteuse des années 30. J'aime bien les chansons douces et groove, et en même temps j'aime bien ce qui est fin, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Vous allez voir, il y a un peu de tout ça dans Tu peux partir quand même, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et en même temps comme une espèce de caresse qui accompagne. Et voilà, il manque le groove, mais il va arriver. Il manque sur un les peu prochaines... le groove. Oui, je ne vous cache pas qu'il manque un peu le groove. Ça fait 2 ans qu'il est prêt, ce titre, mais ça veut dire que en 2 ans de temps, tu as eu le temps d'en écrire d'autres ou... Ouais, j'en ai écrit d'autres. Ouais. Donc il y en a d'autres qui potentiellement vont arriver. Voilà, et d'ailleurs que je vais chanter demain lors d'un live Insta. Il y en aura 3, il y en aura donc 2 nouvelles. Et je serai accompagnée par Marie Combo à la contrebasse et Léa d'Auvergne qui avait joué sur Plus belle la vie au piano. Et voilà, donc ce sera 2 chansons qui figureront sur un EP futur. Et après, pas de pression, mais il y a un EP. Pas de pression, mais il y a un EP. Mais pas de pression. Et voilà. Et après, j'ai monté aussi un quatuor là récemment. En tout cas, l'envie est là. Après, il faut qu'on arrive à croiser nos agendas avec Alexandra Lacour qui est harpiste et donc Marie Combo à contrebasse et Léa D'Auvergne piano. Et là, j'ai une idée de chanson pour nous 4 qui serait formidable. Mais voilà, j'en parle pas tout de suite. Mais en gros, bref, il y a des choses. La musique va t'accompagner pendant encore un petit moment. Oui. Ça fait partie de l'esprit. Dans un instant, on va t'entendre parce que c'était important. On voulait finir cette émission en t'entendant. Un mot quand même, Pierre, sur... le mythe de Sisyphe qui doit revenir en fin d'année dans un théâtre à Paris. Alors pour l'instant, il n'y a pas de théâtre d'arrêté, mais voilà. Non, c'est-à-dire qu'a priori, je sais avec quel théâtre je suis en négociation, mais comme c'est pas encore acté, mais oui, ça va être repris. Je sais pas encore si ce sera octobre ou novembre, au moins pour 3 semaines. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus avec Pierre Marteau. Alors, si Xavier Niel pouvait ne pas trop se dépêcher pour son projet, il est au théâtre, hein, donc si vous pouvez le laisser tranquille pendant 2 mois à la fin de l'année, on ne sait jamais. On a hâte de le redécouvrir sur scène, parce que voilà, on a besoin d'accompagner aussi les acteurs. Il faut aller les voir sur scène, c'est important de faire vivre l'art du spectacle vivant. Oui, puis là, c'est un petit théâtre, donc il y a vraiment une relation de proximité avec le public à laquelle je suis très attaché. On a bien retenu la première scène, le premier rang est sur scène et vous accompagne, il est au plus près de vous, donc voilà. D'autres projets en prépa ou non, mais ça c'est un projet à temps complet. À temps complet, ouais. Bon, ce sera pour la fin de l'année en tout cas. Le mythe de Sisyphe de Albert Camus. Merci en tout cas. J'étais ravi de vous avoir. J'avais envie de pouvoir vous recevoir.
juste pour apprendre à mieux découvrir votre parcours et apprendre à mieux vous connaître. Et on avait envie de pouvoir préparer ces petits moments avec vous tous. Je me suis senti très bien accueilli, merci. Eh bien, on est ravis. Et un petit moment suspendu maintenant avec toi. On finit en beauté. On finit en beauté. Vous allez voir la chanson. Je pense que vous allez l'aimer comme moi je l'ai aimé quand je l'ai découvert. Merci de me l'avoir fait découvrir il y a quelques temps. Et on va l'écouter. Ça s'appelle Tu peux partir. Merci en tout cas à Robinson. Et je vois notre ami Maxime Postel qui circule en régie. Merci à tous. Marie NRS, Tu peux partir. Le single est disponible là depuis quelques temps. Allez, précipitez-vous pour le découvrir. Je vous laisse en sa compagnie et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt Nora. Merci Pierre. On écoute Marie. On ne sait que se dire, à part que l'on s'aime. Alors il faut choisir le corps ou l'âme en peine. C'est notre drôle d'histoire, celle qu'on n'a pas prévue, celle qui meurt dans le noir, celle qui fait que je t'ai pas eu. Oh toi mon doux rêvé, mon enfant idéal, même si tu n'es pas né, ensemble on s'accompagne, mon tout petit oiseau, bien caché tout là-haut, à l'abri de ce monde, à l'abri du chaos. Autant de nos baisers, son corps contre mon corps, j'ai fait tout pour oublier mon rêve dans ses yeux morts. Ici depuis la terre, mon cœur pleure et ma chair crie son manque de toi, toi qui n'existes pas. Oh toi mon doux rêvé, mon enfant idéal, même si tu n'es pas né, ensemble on s'accompagne, mon tout petit oiseau, protégé des étoiles qui te gardent au chaud. Tu n'auras jamais mal, mais il faut me défaire de ses bras, de l'aimer et partir en guerrière vers de nouvelles contrées. C'était pas dans mes plans, moi ce que je voulais, c'était faire cet enfant et jamais je t'aurais. Car quand la vie m'offrira l'enfant d'un autre père, ça ne sera pas toi, mais ça sera ton frère. Et puisqu'il faut laisser mon rêve s'évanouir, il est temps de te dire que tu peux partir.